Bonjour et bienvenue chez Mediclass, je suis Benjamin Charignon et dans cette vidéo, mon objectif est de vous expliquer tout ce qu'il fallait retenir de votre cours magistral numéro 1 en sciences humaines et sociales, tout ce qu'il fallait retenir en un minimum de temps parce que je sais que votre temps est compté, mais sans rien oublier de ce qu'il était important de comprendre et ce qu'il sera important d'apprendre dans la perspective de l'examen. Alors le cours porte sur l'éthique en santé, principes courants, pratiques. Le plan du cours est le suivant. En introduction, on va essayer de comprendre ce que c'est que l'éthique. En première partie, on regardera quels sont les modèles théoriques qui ont permis de penser l'éthique dans l'histoire avec 3 grands modèles qu'il faudra comprendre, les éthiques de la vertu, les théories déontologiques et les théories conséquentialistes. Dans une deuxième partie, il sera question de la morale médicale. En troisième partie, on verra quel est le mouvement bioéthique qui a succédé à cet effort déontologique. Et puis, en quatrième partie, comment, en pratique, prendre une décision dans un cas complexe et en situation d'incertitude. Alors, dans la première partie, le professeur Mamzer vous définit l'éthique comme un questionnement qui vise à préparer une action responsable. Alors, je vous demande d'apprendre par cœur cette définition. L'éthique est un questionnement qui cherche à définir ce qu'il faut faire, ce qu'il est souhaitable de faire, mais aussi comment le faire. Et cela dans des cas concrets, dans des cas précis, qui sont en général complexes, et dans des situations qui sont en général marquées par l'incertitude. Donc voilà une définition à connaître par cœur. L'éthique est un questionnement qui cherche à définir ce qu'il est souhaitable de faire et comment le faire, dans des cas concrets, complexes, et en situation d'incertitude. Ce questionnement éthique débouche sur une décision. Et il y a 2 façons de prendre une décision. Soit on s'appuie sur un fondement déontologique. Dans ce cas, ça veut dire qu'on applique une règle qui nous est donnée, qui s'impose à nous. C'est le fondement déontologique. Ou bien on s'appuie sur un fondement téléologique. Et là, c'est très différent. Téléos, en grec, ça veut dire le but, la finalité. Ça veut dire qu'on choisit une finalité et que c'est cet objectif, cette finalité qui va guider notre décision. La visée du questionnement éthique, c'est l'action. Mais ce n'est pas n'importe quelle action, c'est une action responsable. L'objectif, c'est de faire le bien, c'est de faire le meilleur choix possible, ou en tout cas le moins mauvais. Et donc, cela pose évidemment la question du bien. Qu'est-ce qui est bien? Et la question de qui définit ce qui est bien. Et il y a 2 grandes façons de définir ce qui est bien, l'hétéronomie ou l'autonomie. Avec l'hétéronomie, hétéro, c'est le préfixe qui veut dire autre, et nomie, vous reconnaissez le mot norme. La norme vient d'ailleurs. Elle vient d'une instance supérieure. Le bien est défini par une instance supérieure qui nous dépasse, mais à qui on reconnaît une forme d'autorité, et ça a été le cas en particulier des religions. Avec l'autonomie, inversement, c'est l'individu qui définit lui-même ce qui est bien. Alors, une deuxième chose importante qui a été vue en introduction, c'est la question de la différence entre l'éthique et la morale. 2 notions qui sont extrêmement proches, et le professeur Mamzer le dit, il y a beaucoup de gens qui les confondent. Moi, ce n'est pas tout à fait mon cas. Donc pourquoi est-ce qu'on peut les confondre? Parce qu'elles désignent toutes les 2 une réflexion sur les mœurs. Les mœurs, c'est un synonyme des habitudes, des façons de vivre, des usages, des coutumes. Et toutes les 2, l'éthique et la morale, cherchent à répondre à la question « que dois-je faire ?» et aussi « pourquoi dois-je le faire ?» Mais il existe, pour certains philosophes dont le professeur Mamzer fait partie, il existe une différence entre la morale et l'éthique. Une petite nuance qui est la suivante, c'est que pour la morale, cette fameuse question « que dois-je faire ?» s'inscrit dans un tout général et cohérent, et c'est une question qui se pose indépendamment de la situation dans laquelle on est engagé, alors que pour l'éthique, on ne se pose cette question « que dois-je faire ?» qu'en prenant en compte l'ensemble de la situation, qu'on va essayer de comprendre le mieux possible avec les contraintes qu'elle comporte, les possibilités qu'elle comporte. Donc ce n'est pas une réflexion générale désincarnée, c'est une réflexion en situation.
Alors, dans la première partie du cours, on va développer des modèles théoriques pour penser l'éthique. Et ces modèles théoriques sont des théories morales qui appartiennent à trois grandes familles, les éthiques de la vertu, les théories déontologiques et les théories conséquentialistes. Alors, il faut comprendre d'abord que ces théories morales qu'on va regarder ensemble sont les sous-jacents des éthiques normatives. Que sont les éthiques normatives? Ce sont les éthiques qui proposent des normes qui prescrivent le bien et le mal. Ce sont ces éthiques qu'on a tendance à confondre parfois avec la morale parce qu'elles visent à dire de façon générale ce qui est bien et ce qui est mal. Au contraire, les éthiques appliquées, on est là dans la sphère plus particulière de tel ou tel domaine qui va nous permettre d'interroger une éthique normative. Et ce sera le cas notamment de l'éthique médicale ou de la bioéthique qui font partie des éthiques appliquées. Dans cette partie du cours, on va s'intéresser aux trois grandes familles de théories morales qui sous-tendent les éthiques normatives. Une théorie morale, c'est une construction intellectuelle abstraite qui vise à proposer un cadre réflexif composé d'un ou plusieurs principes permettant de déterminer si une action est moralement justifiée. Et donc ce sont des cadres théoriques, abstraits, qui aident à réfléchir, mais dont on verra ensuite qu'ils ne suffisent pas à prendre une décision. Et si on reprend les trois grandes familles de théories morales qui sous-tendent les éthiques normatives, la première, c'est l'éthique de la vertu, ou les éthiques de la vertu, parce qu'il y en a plusieurs, mais elles ont en commun de penser que l'action qu'il faut accomplir, on cherche toujours à répondre à la question « que dois-je faire ?» Eh bien, ce que je dois faire, c'est ce que ferait un être humain vertueux. Donc la question ici n'est pas tant « que dois-je faire » que « quel genre de personne dois-je être ?» ou bien « comment me comporter pour agir selon la vertu ?» Et un exemple de cette philosophie morale de la vertu, c'est Aristote, dans l'Antiquité, qui a développé toute une théorie de la vertu qui est pensée, comme souvent chez les anciens, comme un juste milieu à égale distance du trop et du trop peu. Deuxième famille de théories morales, les théories déontologiques, qu'on appelle aussi le déontologisme. Alors ici, une action est pensée comme morale si elle est accomplie en suivant des principes absolus qui doivent être appliqués quelles qu'en soient les conséquences. Donc ici, l'action n'est pas guidée par la vertu, par une qualité de la personne, elle est guidée par des règles extérieures, des principes moraux absolus qui sont des règles auxquelles on ne peut pas déroger. Ces règles, elles peuvent être positives ou négatives. Les règles positives, ce sont des exigences, c'est-à-dire des actions qui sont strictement requises. Par exemple, 4e commandement, tu respecteras ton père et ta mère. Mais elles peuvent être aussi négatives, dans ce cas ce sont des interdictions, et dans ce cas ce sont des actions qui sont strictement prohibées. Exemple toujours tiré du décalogue, tu ne tueras pas. Un philosophe que vous pouvez connaître qui est un exemple de ce déontologisme, c'est Emmanuel Kant, le philosophe allemand de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Je vous rappelle que les dates précises ne sont pas à connaître, mais qu'il faut connaître les grandes périodes. Et pour Kant, le mensonge est un acte à bannir sans exception. Et il a eu tout un débat avec un autre philosophe contemporain de Kant qui s'appelle Benjamin Constant, qui lui pensait au contraire que dans certains cas, il est bon, il est juste de mentir. Par exemple, si vous avez des assassins qui frappent à votre porte et qui sont à la recherche d'un pauvre garçon qui est caché chez vous, Kant disait non, il faut dire oui, il est là, parce qu'en aucun cas on a le droit de mentir, alors que Constant disait dans certains cas on peut mentir. Troisième famille de théories morales qui sert de soubassement aux éthiques normatives, les théories conséquentialistes. Alors vous entendez dans cet adjectif le mot conséquence parce que pour les théories conséquentialistes, l'action à accomplir est celle dont les conséquences seront les meilleures. Et
Et si vous avez retenu ce qu'on a dit au début du cours, vous comprenez qu'il s'agit d'une théorie téléologique, puisque on va mesurer la bonté d'une action en fonction de ses conséquences et de la finalité qu'on voit pour cette action. Alors, ces théories conséquentialistes, elles se sont beaucoup développées au XIXe siècle, par exemple avec Bentham et Mill, qui sont des philosophes qu'on appelle utilitaristes, parce que pour eux, l'objectif doit être de maximiser le bien, qu'ils appellent aussi l'utilité, et cela pour le plus grand nombre. Donc ils vont être dans des calculs utilitaristes pour voir quelles conséquences ont les choix et quels sont ceux qui permettent de maximiser le plaisir pour le plus grand nombre. Et cela peut se faire parfois aux dépens de certains, mais ils vont vraiment chercher à mathématiquement calculer ce qui maximisera le plaisir de tous. Voilà pour les 3 familles de théories qui sont le soubassement d'une éthique normative. Et ces théories sont des cadres abstraits qui aident à réfléchir. Dans cette partie, on va regarder comment s'est construite la morale médicale ou la déontologie médicale à partir d'un héritage de l'Antiquité qui est celui d'Hippocrate, un médecin grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui appartenait à une famille de médecins, puisqu'à l'époque on était médecin de père en fils, et qui est traditionnellement considéré comme le père de la médecine occidentale. Alors vous connaissez tous le serment d'Hippocrate, qui est encore aujourd'hui d'actualité, mais qui dans sa version d'origine comportait 2 parties. Une première partie autour de la transmission du savoir médical, avec la loyauté entre le maître et l'élève, parce que avec Hippocrate, il y a justement un changement, c'est que les médecins ne sont plus les héritiers d'une compétence familiale, mais des gens qui peuvent développer un savoir et le transmettre à des disciples, la confraternité et la solidarité entre les membres de ce corps médical. Et puis dans la deuxième partie de ce serment d'Hippocrate dans sa version d'origine, on a un certain nombre de préceptes qui permettent d'organiser la relation entre le médecin et le malade, avec 4 préceptes. La primauté de la personne malade, d'abord, le primum non nocere, on va y revenir, la bienfaisance, on va y revenir également, et l'humilité pour finir. Alors, primum non nocere, voilà un précepte latin dont vous devez absolument connaître le sens, qui est d'abord ne pas nuire. D'abord ne pas nuire, c'est le premier principe de la morale hippocratique, et il est encore aujourd'hui inscrit ce principe dans les codes de déontologie médicale. Ce principe, vous comprenez que c'est un principe qui est là pour réguler l'action médicale, pour freiner le médecin qui est sommé de réfléchir avant d'agir, de réfléchir aux conséquences de son action pour se demander si ces conséquences pourraient nuire à son patient, parce que son premier devoir est de ne pas faire de mal à son patient. Ce principe du primum non nocere a servi de soubassement à ce qu'on a appelé le principe de précaution, et ce principe de précaution, il en existe une dérive qui est le risque zéro. C'est-à-dire que si on veut absolument prendre des précautions maximales et ne prendre aucun risque, on risque de ne plus agir du tout, on risque de ne rien faire parce que finalement toutes les actions comportent des risques et certains gestes médicaux qui sont les plus simples peuvent comporter des risques. Donc si on se radicalise dans cette idée qu'il ne faut surtout pas nuire et qu'on tombe dans cette dérive du risque zéro, ce principe devient un principe non pas freinateur de l'action, mais un principe qui paralyse complètement l'action et qui nous empêche d'agir. C'est pour ça qu'il existe un deuxième principe qui est complémentaire de ce premier principe, c'est le principe de bienfaisance, qui lui nous dit qu'il faut agir. C'est le deuxième principe de la morale hippocratique, complémentaire du primum non nocere, et lui
est un principe directeur de l'action médicale, non plus un principe régulateur, freinateur, mais un principe qui met en mouvement, qui fait agir, et agir pour le bien du patient. Lui aussi peut servir de soubassement à des dérives qu'on va qualifier cette fois-ci de paternalistes. Qu'est-ce que c'est qu'une dérive paternaliste? C'est celle qui consiste à, pour un médecin, à dire en fait, je suis savant, je suis sachant, toi, tu n'y connais rien, et donc je sais mieux que toi ce qui est bien pour toi, et donc je vais décider pour toi. Et la médecine moderne, avec son évolution scientifique, a permis évidemment d'augmenter l'efficacité des soins médicaux grâce à la production de connaissances scientifiques, à ce qu'on va appeler l'evidence-based medicine, on y reviendra. Mais avec cette évolution scientifique, le principe premier de la morale hippocratique primum non nocere et la personne humaine du patient sont passés au second plan, derrière la visée bienfaisante de l'action, c'est-à-dire on va essayer de faire le bien du patient, peut-être parfois malgré lui. Et dans les premiers codes de déontologie moderne, en France et ailleurs dans le monde, il y avait un certain nombre de préceptes qui instauraient une relation paternaliste entre le médecin et son patient, qui était vu comme un petit enfant qui se confie aux soignants comme l'enfant se confie à ses parents. Et ce qui justifie l'acte médical, dans ce cadre-là, ce n'est pas le consentement du patient, mais la finalité thérapeutique. Alors, ce paternalisme a provoqué en réaction un mouvement qui s'appelle le mouvement bioéthique, qui s'est développé au départ plutôt dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis en particulier, et c'est un mouvement de contestation sociale dans la deuxième partie du XXe siècle et qui va culminer dans les années 70 avec des associations de patients qui revendiquent une médecine plus juste et équitable. Vous avez vu que la notion de justice n'était pas tellement présente jusqu'ici dans nos réflexions, mais c'est une revendication qui apparaît dans la deuxième partie du XXe siècle, et puis une médecine aussi plus respectueuse de la dignité humaine. Voilà un autre concept qui est apparu plus récemment. Alors, dans ce mouvement bioéthique, il y a deux choses à retenir, le rapport Belmont et le principisme, qui est une théorie philosophique qui découle de ce rapport. Le rapport Belmont, qui est un rapport qui n'a pas été écrit que par Belmont, mais par plein de spécialistes, dans les années 70, définit trois principes incontournables dans l'éthique de la recherche. Ces trois principes sont le respect de la personne, la bienfaisance et la justice. Donc, évidemment, ces principes rappellent le primum non nocere, le respect de la personne peut rappeler le primum non nocere, la bienfaisance, on l'a déjà rencontré, mais vous avez le principe de justice qui fait son apparition, justice sociale, c'est-à-dire que il faut que toutes les composantes de la population puissent bénéficier des mêmes chances, des mêmes accès aux soins, ce qui n'était pas du tout le cas évidemment dans l'Antiquité. Par exemple, pour Hippocrate, il y a quand même une différence entre un citoyen et un esclave. Là, on a une exigence de justice qui apparaît. Et puis, le principisme, c'est une théorie philosophique qui est née juste après le rapport Belmont et qui formule 4 principes, vous entendez le mot principe dans le nom principisme, 4 principes complémentaires qui guident les décisions éthiques en santé. Et ces 4 principes, vous allez voir qu'ils s'opposent 2 à 2. On a l'autonomie, la non-malfaisance, la bienfaisance et le principe de justice-équité. Donc, non-malfaisance et bienfaisance, vous reconnaissez les 2 principes hippocratiques du primum non nocere et le principe de bienfaisance, et on a vu en quoi c'était 2 principes qui pouvaient être antagoniques, mais ici, ils s'inscrivent dans une attention beaucoup plus précise à la situation donnée. Et puis, vous avez le principe d'autonomie, qu'on va revoir dans un instant, qui, dans certains cas, peut être vu comme dans un antagonisme avec le principe
de justice et d'équité, parce que l'autonomie du patient, parfois, elle a quelque chose d'un peu égoïste, et que le principe de justice, au contraire, a quelque chose d'universel et altruiste. Alors, comment prendre finalement une décision en pratique dans un cas complexe et en situation d'incertitude? Alors ici, il faut comprendre ce que c'est qu'une décision d'abord. Une décision, c'est un choix qu'on fait après avoir bien réfléchi. La réflexion, on l'appelle aussi la délibération, et cette réflexion débouche sur un choix qui lui-même doit déboucher sur une action. Parce qu'en fait, si vous décidez quelque chose mais que vous ne faites rien, vous n'avez pas vraiment décidé. Ou bien, c'est une décision délibérée de ne rien faire, mais c'est ça, dans ce cas, votre action, c'est de ne rien faire, et c'est aussi une action, c'est aussi une décision. La décision médicale, elle est toujours déterminée par une série de facteurs. C'est quelque chose de complexe, et il y a deux grandes séries de facteurs qui interviennent dans une décision médicale. D'abord, des facteurs objectifs qui permettent de décrire la situation. Et la situation, c'est une situation donnée avec des contraintes objectives qui tiennent à l'état de santé du patient, qui tiennent à la compétence du médecin, à l'état des connaissances, l'état de l'art et des connaissances médicales, qui tiennent aussi au cadre légal et réglementaire et aux moyens disponibles qui ne sont pas forcément les mêmes d'un hôpital à l'autre, par exemple. Mais la décision est également déterminée par la subjectivité des parties prenantes, qui ont des émotions, qui ont des valeurs, qui ont peut-être des peurs, des désirs, etc., qui sont des êtres humains, et qui sont multiples, puisque vous avez plusieurs parties prenantes dans une décision. Idéalement, ce serait une décision qui serait prise entre le patient et son médecin, mais en plus de la subjectivité du patient et de la subjectivité du médecin, vous avez la subjectivité de personnes tierces qui peuvent être des proches, des membres de l'entourage, mais pourquoi pas des associations de malades, pourquoi pas la société dans son entier qui, elle aussi, a une forme de subjectivité avec des modes, des mentalités qui évoluent, etc. Et au milieu de cet ensemble complexe de facteurs qui s'interpénètrent, il y a une décision qui va être prise et qui pourra modifier la situation de départ. C'est-à-dire qu'une fois qu'une décision médicale est prise, la situation concrète avec ses composantes objectives est modifiée. C'est pour ça que la décision médicale peut avoir un caractère irréversible. La complexité de la relation médecin-patient est telle qu'il a fallu mettre en place des normes externes, c'est-à-dire des lois, pour organiser tout ça et rappeler les valeurs les plus importantes. Et ce sera la fin de ce cours. Il y a deux grands principes qui sont inscrits dans la loi. Le premier grand principe, c'est le principe de dignité humaine, principe fondamental de la bioéthique française, inscrit dans la loi de bioéthique en 1994. C'est un principe protecteur des individus et de l'humanité, et c'est aussi un principe qui vient limiter la liberté individuelle. Par exemple, c'est en vertu de la dignité humaine que je n'ai pas le droit de vendre un de mes reins. J'ai le droit de le donner si je veux, mais pas de le vendre. Le deuxième grand principe inscrit dans la loi en 2002, c'est l'autonomie. Et je cite ici le Code civil, mais vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur, mais juste pour comprendre, ce qui est inscrit dans la loi, c'est en fait le consentement éclairé du patient. Ça, vous pouvez l'apprendre par cœur. Le consentement éclairé du patient est exigé avant de réaliser des soins. Et ce qu'on trouve dans la loi, c'est la phrase suivante: « Toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. » Voilà, c'est ici que s'est arrêté le cours magistral numéro 1. J'espère que ce résumé vous aura été utile. Il contient tout ce qu'il fallait retenir sur ce cours. Bonne révision!